C'est vrai qu'on a du mal actuellement à convaincre nos hommes politiques qu'il y a un véritable problème de logement. L'abbé Pierre parlait de la guerre à la misère et il voulait que le logement soit une cause nationale. C'est vrai qu'on parle de la maladie d'Alzheimer, on parle du cancer, mais quand est-ce qu'on va vraiment prendre un plan d'urgence, un plan Marshall pour le logement? On ne peut pas durer, on ne pourra pas avoir un 15e ou un 14e rapport mal-logement aussi catastrophique que celui-ci qu'on va vous présenter. Tous les candidats maires parlent du logement. Ils disent tous qu'ils vont construire énormément de choses. On ne doit pas se balader dans les mêmes villes, M. Sérillon. Si, parce qu'ils le disent. Je ne sais pas s'ils vont le faire, mais en tout cas, ils le disent. Non, sur le fait que les maires ont décidé de produire du logement, ça, j'en suis à peu près convaincu. Le problème, et ce sera tout le débat de ce matin, c'est est-ce qu'on va produire du logement qui soit accessible pour les 2/3 des Français aux ressources les plus modestes? Si vous poussez les gens à faible revenu ou modestes vers l'accession à la propriété, si vous ne prenez pas des garanties, si vous ne faites pas un engagement politique et financier fort, le risque, c'est qu'ils basculent effectivement dans cette prise de risque. Et on a vu qu'aujourd'hui, elle est extrêmement difficile. Et ce qui se passe aux États-Unis, mais ce qui est en train de se produire en Espagne aussi, nous invite à beaucoup de circonspection. Agences immobilières, journaux, Internet, malgré la profusion de supports, la recherche d'un logement relève du parcours du combattant. Dans ce studio du 18e arrondissement de Paris, c'est le locataire sortant qui accueille. Le lavabo derrière, la douche et les toilettes. Comment s'est passée la visite de l'appart? Comme il y a une liste d'attente assez phénoménale, je pense que ça risque d'être dur. Vous en avez visité beaucoup depuis? Ouais. Ça fait 3 semaines vraiment que je fais ça à temps complet. Je gagne vraiment bien ma vie, donc près de 1877 net, pour précision. Mais c'est vrai qu'ils demandent des garanties phénoménales et quand il y a une visite collective comme ça, ben, on sait que c'est celui qui aura le plus d'argent qui va... Enfin, c'est un petit peu injuste, je trouve. À Lyon, résigné face au délai d'attente d'attribution de logements dans le parc public, un nombre croissant de familles en situation de logement précaire se tournent vers l'Alpil, qui propose un atelier d'aide à la recherche d'appartements dans le privé. L'accès n'est plus possible parce qu'il y a eu une augmentation des loyers, fulgurante. Et surtout, le problème, c'est un petit peu aussi... donc des organismes privés demandent des garanties solides. En tout cas, ce qu'on se rend compte, et maintenant depuis 2-3 ans, c'est l'urgence. Donc c'est ce qu'il y a de plus grave. C'est des personnes qui arrivent et avec leurs enfants, avec leurs valises et qui sont dehors. S'il est difficile d'obtenir un logement, il est tout aussi compliqué d'en quitter un qui ne convient pas, qui ne convient plus. C'est le cas de celui de la famille Mesrari. C'est difficile pour vivre avec 3 enfants et moi et ma femme dans 21 mètres carrés. Ma femme et ma petite fille dorment par terre. La grande fille dort dans la cuisine dans une canapé. Mon fils, il dort à côté, il y a un petit matelas, et moi, je dors de l'autre côté. Pour louer un appartement pour 3 pièces, j'arrive pas. Parce que moi et ma femme, on gagne 2500 € par mois. Mais c'est pas assez. Le propriétaire, il demande le salaire de 3 fois. Comment vous payez cet appartement? Vous n'arrivez pas. J'ai pas le droit à les appels, j'ai pas le droit à un logement pour le social. C'est pas une vie. Je travaille, je ramène pour manger, pour mon loyer, je paye plein de trucs, mais à la fin de compte, pour obtenir un appartement, j'arrive pas. Est-ce que vous vous rendez compte que les dépenses contraintes des ménages sont passées de 22% à 45% de leur budget entre 1960 et 2006? Il est là le sentiment bien réel de la baisse du pouvoir d'achat. Ce qui nous a le plus frappé dans les 250 pages de ce rapport de cette année, c'est le décalage, le fossé qu'il y a entre ce que vivent les ménages d'un côté et la réponse politique. Dans un contexte où on vient de le décrire, le logement est au cœur des inégalités, eh bien, ça appelle une autre réponse, à minima, de l'engagement de l'État, avec la seule croyance que le marché va répondre à la demande sociale. Ça n'a jamais été le cas. Et ça ne sera pas le cas aujourd'hui avec la fragilisation des ressources, et ça ne sera pas davantage le cas aujourd'hui avec le renforcement de la ségrégation territoriale. Et sincèrement, puisqu'on a beaucoup entendu la culture du résultat, on a beaucoup entendu la volonté d'évaluer nos responsables politiques, eh bien soyez sûrs que la Fondation Abbé Pierre sera là pour veiller au grain. Vous allez voir un document qui a été réalisé sur les centres d'hébergement d'urgence et qui montre bien l'urgence de la situation, mais aussi l'impasse dans laquelle se trouvent beaucoup d'acteurs sociaux qui essayent de se battre dans ces hébergements d'urgence. Depuis les événements médiatiques du canal Saint-Martin, l'hébergement d'urgence a été au centre de toutes les attentions politiques. Mais quelles en sont les conséquences sur le terrain?
Pour moi, la stabilisation, ça a un sens. Ça a un sens parce que ça répond à une demande directe des gens qui sont dans la rue. La demande directe étant de laisser la personne commencer à élaborer son projet. Si au bout d'1 mois ou 2 mois, on n'arrive pas à avoir orienté la personne, ben ça pose un très grave problème. Si on a 28 places de stabilisation, qu'on a 3 gars qui arrivent en urgence, au bout de 3-4 jours, ils ont envie aussi de rester dans la structure, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est évident qu'on les garde, hein. Et on arrive très rapidement à saturer l'ensemble des hébergements. Si la stabilisation doit conduire à couper la rue des centres d'hébergement d'urgence, on est complètement à l'envers de ce qu'on voulait faire. On devient, j'allais dire, une fin de dispositif, alors que théoriquement, l'accueil et l'hébergement d'urgence, c'est un début de dispositif. Et le boulot propre de l'urgentiste de la précarité, eh ben, c'est qu'une fois qu'il a traité son patient, j'allais dire, pour reprendre l'image des médecins, il doit passer le relais à un autre service qui, lui, va s'occuper de la plus longue durée de l'hébergement. Dans notre cas, c'est quoi? C'est un CHRS qui, lui aussi, est saturé. Donc ça, c'est une réalité. L'hébergement d'urgence sert aussi de lieu d'accueil pour un tas de gens qui n'ont rien à y faire. Si la stabilisation a pour effet pervers l'embolie d'une extrémité des dispositifs d'hébergement, l'absence significative de construction de logements embolise l'autre. À Paris, on estime que 30% des résidents de CHRS n'y ont plus leur place. Ce que je vois dans les demandes d'admission, c'est qu'on a beaucoup de demandes pour des personnes qui ont des ressources, qui, dans la logique, devraient permettre d'assumer un logement. Et ces personnes-là ont fait des demandes de CHRS à défaut. Si ils sont déjà à l'admission prêts au logement, entre guillemets, c'est vrai que la prise en charge en CHRS, elle perd un peu son but initial. Oui. Moi, je crois qu'il faut vraiment une solution radicale, des constructions, des logements grands aussi, parce qu'il n'y a pas que des familles monoparentales, divorcées, ou des personnes seules, il y a aussi des grandes familles, donc il faut aussi des grands logements. L'hébergement, ça ne peut pas être le palliatif de la crise du logement, ça ne peut pas être l'amortisseur du manque de logement, de la pénurie, de la crise actuelle, et ça ne peut pas être l'abandon des projets d'insertion où une société, on est tous appelés à vivre ensemble. Et Martin Luther King disait, si on n'apprend pas à vivre ensemble, on mourra comme des idiots. Aujourd'hui, vous le savez, la part de la construction, il y a 23,6% de la production qui va pour les 2/3 de Français les plus modestes et 76,4% de la production qui va sur le tiers de Français les plus aisés. Ce n'est pas acceptable. Notre objectif, c'est qu'il y ait un engagement politique pour qu'on revienne à 50% au moins de logements construits, c'est-à-dire qu'au moins un logement sur 2 soit pour les ménages les plus modestes en France. Il nous semble que compte tenu de la baisse de l'offre de logements à loyer accessible dans l'offre nouvelle, dans la construction nouvelle, compte tenu de la ségrégation territoriale qui se renforce et que nous avons largement décrit dans ce rapport cette année, il nous semble qu'une mesure de l'ordre de imposer dans tout programme immobilier de plus de 10 logements un quota minimum de 20% de logements à loyer accessible serait une manière de prolonger, de renforcer la question de la mixité sociale et de faire que tous les acteurs se mobilisent, collectivités locales, promoteurs, départements, etc., autour d'un objectif commun. En tout cas, il faut élire des maires qui disent clairement « oui, je relance du logement et je relance du logement social ». Et ma détermination est absolue et il n'y aura aucune commune qui sera à l'abri de l'application de cet article 55.